après-midi pour cette seconde partie de Détour des sciences. Donc cet après-midi, nous allons nous intéresser à une problématique qui nous concerne tous, c'est comment l'environnement façonne le vivant, comment notre environnement nous façonne, comment l'environnement façonne d'autres organismes vivants, comme les abeilles, dont on parlera tout à l'heure. Et la première conférence de l'après-midi concerne notre santé et la façon dont la façon dont les produits chimiques auxquels nous sommes exposés, et pas uniquement les produits chimiques, on le verra probablement pendant la première présentation, façonnent notre avenir. Et les produits chimiques auxquels nous sommes exposés très tôt dans la vie, puisqu'on s'est rendu compte ces dernières années que notre état de santé à l'âge adulte était très certainement dépendant des expositions auxquelles nous étions soumis durant la vie fœtale, c'est-à-dire quand on était encore dans le ventre de nos mères respectives. Donc je vais inviter nos trois intervenants à me rejoindre sur scène, et je vais passer tout de suite la parole à Delphine Mitanchez, qui est professeure des universités et praticienne hospitalière et qui travaille au service de néonatologie du CHRU de Tours et qui va nous parler justement de la façon dont l'environnement fœtal peut influer sur notre état de santé futur. Je vous laisse la parole. Est-ce que votre présentation... C'est à vous. Bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi et je remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler de ce sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc en fait, effectivement, dans les minutes qui viennent, nous allons parler de l'environnement fœtal et de son influence sur la santé à l'âge adulte. Alors, s'intéresser à l'environnement fœtal et à la santé à l'âge adulte, ça fait appel au concept de déterminisme précoce des maladies de l'adulte, qu'on appelle aussi DOAD en acronyme, parce que c'est le résumé de ce qui se dit en anglais, Developmental Origin of Health and Disease. Et on sait à l'heure actuelle qu'il existe un lien entre l'altération du milieu intra-utérin et le développement de maladies à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle l'origine développementale de la santé, ou DOAD, ou encore programmation fœtale. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des stimuli, des expositions délétères in utero vont entraîner une modification du développement de certains organes pendant la vie fœtale et cela va augmenter la susceptibilité à certaines maladies plus tard dans la vie. Alors, je rappelle les différents stades du développement d'un être humain pendant la vie intra-utérine, puisqu'en fait, il y a essentiellement deux stades. La phase embryonnaire, qui sont les premières semaines, qui est la phase au cours de laquelle les organes se mettent en place. Et s'il y a une agression extérieure à cette période-là, eh bien, en fait, on va avoir une anomalie de la formation des organes, puisque c'est la période qu'on appelle d'organogénèse, où se forment les organes. Si la deuxième partie, la partie fœtale, qui est beaucoup plus longue, correspond en fait à la poursuite du développement des organes et leur maturation. Et là, une agression pendant cette période va modifier la structure et la physiologie des organes. Alors j'ai identifié, si vous voulez, ce qui peut être discutable, mais on aura l'occasion d'en débattre après, trois types d'expositions que je voulais aborder. Je ne pouvais pas toutes les aborder, je vous ferai une synthèse à la fin, mais encore une fois, je répondrai à vos questions. Donc il y a tout d'abord ce que j'appelle les substances identifiées à effet direct, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on a été au contact de cette substance, il y a un effet délétère pour la santé, et c'est l'exemple typique, les médicaments et le tabac. Alors concernant les médicaments, évidemment je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les médicaments, mais je vais vous parler de certains sujets dont vous avez peut-être vous-même entendu parler dans les médias, qui ont quand même donné lieu à un certain nombre de scandales sanitaires, si je puis dire. Donc le premier, c'est la thalidomide. La thalidomide, c'est un médicament qui a un effet antiémétique, c'est-à-dire qu'il empêche les vomissements. Et donc, entre les années 50 jusqu'à début des années 60,
On le prescrivait aux femmes enceintes. Vous savez, souvent, début de grossesse, on a tendance à avoir des nausées, des vomissements. Et en fait, on l'a utilisé alors qu'aucune preuve de la sécurité de ce médicament n'avait été apportée. Et en fait, on a mis du temps à se rendre compte que cela avait entraîné des malformations graves chez les nouveau-nés. La plus typique, c'est celle-là, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est-à-dire une malformation des membres. Mais il y a beaucoup d'autres malformations qui ont été décrites, mais celle-ci est la plus spectaculaire et celle dont on a le plus entendu parler. Plus proche de nous, il y a le scandale de la dépakine, qui est assez récent et dont vous avez peut-être entendu parler. La prise de dépakine, la dépakine, c'est un médicament contre les convulsions qui peut être utilisé aussi dans certaines maladies psychiatriques. Et on sait que lorsque la maman prend ce traitement pendant la vie intra-utérine, eh bien l'enfant a des particularités morphologiques. Bon, ça, c'est de la spécialité de médecin, on analyse la morphologie en soi, c'est pas très grave. Le problème, c'est que ça donne aussi lieu à des malformations graves, des malformations cardiaques, des fentes labiales, des anomalies des membres, dans 10% des cas. Et puis, surtout, plus tard dans la vie, on sait qu'il y a des troubles de l'attention, donc des troubles de l'apprentissage, du langage, et aussi des troubles du spectre autistique. Donc, bien sûr, maintenant, ce médicament est interdit pendant la grossesse. Et enfin, troisième médicament qui me semblait important de traiter parce qu'il a vraiment mis en évidence un effet important qui est l'effet transgénérationnel. Il s'agit du Distilbène. Transgénérationnel, vous allez voir, ça veut dire qu'on fait un impact à une génération donnée et ça va retentir sur les générations suivantes. Donc ce médicament, le Distilbène, était donné aux femmes enceintes pour éviter les fausses couches. Donc ça a été utilisé, vous voyez, presque 30 ans, entre 1951 et 1977. Et je vous ai mis un schéma là qui était, je pense, assez intéressant. Donc première génération, en bleu, la femme enceinte prend ce médicament, il ne se produit rien pour elle. Elle n'a pas de conséquences. La deuxième génération, c'est-à-dire l'enfant qu'elle porte, eh bien, on a mis en évidence chez les filles une augmentation des cancers, une augmentation des malformations utérines, aussi chez les garçons des malformations des organes génitaux et un risque plus élevé de cancer. Et à la troisième génération, c'est-à-dire les petits-enfants de ces femmes qui ont pris ce médicament, eh bien tout d'abord, c'est des enfants qui avaient plus le risque de naître prématurément, puisque leur mère avait une malformation utérine, et une malformation utérine expose au risque de prématurité. Et ils avaient aussi, dans cette troisième génération, des malformations génitales et probablement même des agénésies utérines complètes. Donc, vous voyez, c'est important de voir que l'utilisation des médicaments pendant la grossesse, ça nécessite quand même des précautions majeures qui, historiquement, n'ont pas toujours été respectées et qui peuvent avoir un impact qui se prolonge non seulement dans la vie de l'individu exposé, mais qui peut se transmettre ensuite aux générations suivantes. Alors, dans les expositions dont on parle beaucoup, c'est le tabac. Donc, je pense que vous êtes tous au courant que le tabac pendant la grossesse, c'est quand même pas l'idéal. Il y a des affiches partout, des spots publicitaires, etc. Et donc, en fait, vous voyez que la France, elle n'est pas très bien classée dans le monde, puisqu'elle est au 13e rang, 13e, pardon, je vois très mal, c'est tout petit, hein, 13e rang mondial, je crois que je vais regarder là, et vous voyez qu'elle se classe, bon, bien sûr, après un certain nombre de pays, vous avez une carte avec les différentes intensités pour les pays, mais en France, vous voyez, il y a à peu près un tiers des femmes qui fument avant la grossesse, 20 à 25% au premier trimestre, donc presque un quart, et encore presque 20% au troisième trimestre. Et donc, c'est beaucoup, et on sait que le tabagisme de la mère va entraîner ce qu'on appelle un tabagisme passif du fœtus. Hein. C'est comme nous quand on est dans un environnement où les gens fument. Et donc, il y a des choses qui ont été prouvées scientifiquement sur les risques de ce tabagisme passif pendant la grossesse. Donc déjà des fausses couches, des grossesses extra-utérines, des morts fœtales, une prématurité plus fréquente, un petit poids de naissance qui est probablement la complication la plus fréquente. Pour les malformations, on n'est pas très sûr. Et là, pour le coup, vous voyez, je commence là à pointer une difficulté qu'on a sur l'analyse de ces expositions et de leurs effets à long terme, parce que finalement, concernant le tabagisme, il est par exemple compliqué d'analyser les conséquences chez l'enfant, parce que bien souvent, cet enfant va continuer à être exposé après la naissance, parce que les parents fument et continuent de fumer. Donc il est très difficile de savoir si
les complications qu'il peut avoir, en particulier, par exemple, sur le plan respiratoire, seront liées à l'exposition in utero ou à la poursuite de l'exposition pendant l'enfance en particulier. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est quand même des expositions assez faciles à identifier, directes. La deuxième catégorie que j'ai identifiée, c'est les expositions que je dis invisibles de l'environnement extérieur, c'est-à-dire en gros les polluants. Donc on ne les voit pas, mais ils sont là. Alors, les polluants, c'est des expositions qui sont plus difficiles à identifier, et la problématique, on va y revenir, c'est qu'elles sont souvent multiples. C'est quand même rare qu'il y ait un polluant dans l'environnement. Par ailleurs, ces expositions sont variables dans le temps. Si on parle par exemple des pesticides, l'épandage des pesticides ne se fait pas de la même façon tout au long de l'année. Et enfin, de fait de tous ces éléments, le niveau de preuve sur les effets sur la santé, évidemment, est plus difficile à obtenir pour un polluant donné. Donc, vous avez sur ce schéma où est-ce que ça va agir sur notre santé. Donc, vous avez les polluants atmosphériques qui peuvent nous affecter par voie respiratoire, on va les inhaler, bien sûr. Par voie digestive, les polluants qui sont dans l'alimentation, je pense que ça c'est un sujet que vous connaissez bien, et aussi par voie cutanée. Donc ça reste marginal, mais on va voir que c'est quand même important chez la femme enceinte. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces polluants vont avoir des effets différents, et c'est pour ça que c'est compliqué, en fonction de leur composition chimique, de la taille des particules, parce que selon la taille, ils ne pénétreront plus à l'intérieur de notre organisme, des caractéristiques de santé, en fait, l'âge, le mode de vie, le fait qu'il y ait un tabagisme associé, etc., et le degré d'exposition, c'est-à-dire la période d'exposition, la durée. Et donc, dans cet état de santé que je cite, les caractéristiques, évidemment, la grossesse et le fœtus sont un état de santé particulier et particulièrement vulnérable. Alors, je ne vais pas non plus faire traiter tous les polluants. De toute façon, il y en a énormément, et en fait, le niveau de preuve pour chacun, encore une fois, est très difficile à obtenir. Alors, vous avez les perturbateurs endocriniens qui sont le plus souvent cités, qu'on retrouve partout. Vous voyez dans les cosmétiques, les textiles, les peintures, etc. Donc, ils vont atteindre ce qu'on appelle les glandes, c'est-à-dire les organes endocrines, qui sont la thyroïde, le pancréas, les surrénales, les ovaires ou les testicules, et qui sont, j'allais dire, gouvernés au niveau cérébral par l'hypophyse et l'hypothalamus. Donc, que faire? Eh bien, alors tout d'abord, je vous l'ai dit ça, que le problème, c'est que la relation dose-effet n'est pas univoque, puisque, en fait, ce qu'on suspecte, si vous voulez, c'est qu'il y a un effet cocktail. Et ça, c'est un peu le mot-clé, c'est qu'il n'y en a pas qu'un à la fois. Et finalement, quel est l'impact d'un effet cocktail? Il y a aussi probablement un effet transgénérationnel, comme je vous l'ai montré, et donc il y a probablement aussi ça interagit donc dans la programmation fœtale avec des anomalies du système reproducteur, un risque de cancer plus élevé, même peut-être risque d'obésité et de diabète. Donc on donne un certain nombre de recommandations aux femmes enceintes qui sont du bon sens, c'est-à-dire d'éviter tout ce qui pourra favoriser l'exposition à ces polluants, et donc utiliser des légumes frais, les laver, ou des légumes congelés, éviter les plats préparés, etc. Donc en particulier, limiter l'usage des cosmétiques, limiter l'usage des produits ménagers, et puis aérer, aspirer, nettoyer son logement. Alors, je vais maintenant vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est bien moins connu, si je puis dire, que les deux précédents, qui est l'effet à long terme de la nutrition fœtale. Donc, je rappelle que le fœtus, en fait, reçoit des nutriments de sa mère par le placenta via le cordon ombilical, là où se trouvent les vaisseaux ombilicaux, en fait. Et donc, ce sont ces nutriments qui vont contribuer à son développement et sa croissance. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est que le fœtus va adapter sa physiologie en fonction de cet environnement nutritionnel. Et ça correspond à ce que j'appelle des réponses adaptatives prédictives. Alors, je vais vous illustrer ce concept de réponse adaptative prédictive, pas chez l'humain, parce que vous allez mieux comprendre, mais chez des petits rongeurs qu'on appelle les campagnols des prairies. On a observé chez ces campagnols des prairies que l'épaisseur de la fourrure des nouveau-nés était différente selon qu'ils naissaient au printemps ou à l'automne. Donc, en fait, c'est comme si
ces petits rongeurs à l'état fœtal percevaient l'environnement extérieur, donc il y a probablement des signaux qui passent par la mère qu'on ne connaît pas vraiment en fonction de la durée du jour, de la température, etc., qui vont arriver à ces petits rongeurs en développement et qui vont conduire à l'adaptation de l'épaisseur de la fourrure en fonction de la saison de naissance. Donc c'est ce qu'on appelle des réponses adaptatives prédictives. Alors je vais vous expliquer, donner des exemples concrets de ce qu'il en est de la nutrition et des conséquences sur la santé de l'âge adulte. Et en fait, ce qui a donné lieu aux premières études, c'est une histoire dramatique qui est ce qu'on appelle la Dutch famine. Donc la Dutch famine, c'est une famine qui s'est produite aux Pays-Bas pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les Pays-Bas étaient occupés par les Allemands qui ont coupé en fait les voies d'arrivée des aliments, voilà, ils ont fait un blocus en fait dans l'hiver 44-45. Et c'est un cas, si vous voulez, quasiment, ils ont fait un modèle expérimental, c'est terrible, dans une population qui était normalement nourrie. Pendant quelques mois, il y a eu une restriction drastique des apports caloriques, puisque, vous voyez, on était à 400-800 calories. Alors au début, il y avait des rations supplémentaires pour les femmes enceintes, mais à la fin, ils n'arrivaient même plus à les assurer. Et donc, il y a eu des grossesses évidemment, et des naissances qui se sont produites pendant cette période. Alors, que sont-ils devenus? Donc là, j'ai repris ma frise initiale pour vous montrer que ce qui est intéressant, c'est que selon le moment où s'est produit l'agression, le manque de nutriments chez l'organisme en développement, les effets sont différents. C'est-à-dire pour ceux qui étaient à la phase embryonnaire pendant cette période de famine, eh bien, vous voyez, eux, ils avaient un poids de naissance quasi normal, mais en revanche, à l'âge adulte, ils avaient une augmentation du risque d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète et de troubles de la personnalité. Ceux qui avaient été exposés à cette famine pendant la fin de la grossesse avaient un poids de naissance plus faible, alors en moyenne 200 grammes, donc voilà, il y avait des variations. Ils avaient plus de problèmes rénaux, plus de maladies bronchiques et une augmentation du risque de diabète. Donc ça, c'est ce qui a été observé chez les adultes. Et vous voyez, c'est des sujets qui sont nés au milieu des années 40, donc on a maintenant beaucoup de recul sur leur état de santé et des conséquences de ce qu'ils ont pu subir. Alors là, je n'ai pas le temps de le développer, mais on sait que cette famine, Dutch famine, a donné lieu aussi à des effets transgénérationnels et qu'on retrouve chez les descendants de ces sujets aussi des perturbations métaboliques à l'âge adulte. Alors, en dehors de cette étude absolument particulière, si je puis dire, il y a d'autres études épidémiologiques qui ont montré un lien entre un petit poids de naissance et donc la nutrition fœtale et une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, de surpoids, d'obésité, de diabète et voire d'anomalies lipidiques. Et en fait, ces études, elles ont été essentiellement menées au début par un épidémiologiste anglais, David Barker, qui a posé le concept d'ailleurs du phénotype économe, c'est-à-dire que, selon lui, quand on est mal nourri pendant la vie intra-utérine, en fait, on va adapter sa physiologie pour faire face à un monde extérieur où il n'y a quand même pas beaucoup de choses à manger. Et quand finalement on va se retrouver dans un environnement où il y a abondance de nutriments, notre organisme, il n'est pas préparé à tout ça. Alors ce que je veux que vous sachiez aussi, c'est qu'on sait maintenant que c'est non seulement la restriction d'apport de nutriments pendant la vie fœtale et donc le petit poids de naissance qui expose à des complications à long terme, mais on sait aussi maintenant que d'être trop alimenté pendant la vie fœtale, c'est-à-dire de naître avec un poids de naissance élevé, expose aussi à l'âge adulte à des complications. Donc quand est-ce qu'on a des gros bébés? Quand la mère est diabétique en particulier, quand il y a une obésité maternelle ou que la prise de poids pendant la grossesse est excessive. Et donc on sait que là aussi, quand on a un excès de nutriments pendant la grossesse, on a une augmentation du risque dans l'avenir d'obésité, de diabète, d'hypertension, etc. Vous voyez, on retrouve toujours la même chose pour la descendance. Comme M. Bottero l'a quand même bien montré. Voilà. Alors, comment on explique tout ça? Eh bien, en fait, il y a des modifications, si vous voulez, de fonctionnement des organes, en particulier le pancréas, le foie, au niveau du cerveau, le contrôle de la satiété, des altérations de la fonction rénale quand on a des apports insuffisants, mais vous voyez, on retrouve quasiment les mêmes organes concernés quand on a un excès d'apport de nutriments, le pancréas, le foie, toujours modification du contrôle de la satiété, et des anomalies
du développement cardiovasculaire. Donc finalement, sur 2 causes différentes, on arrive à des altérations du métabolisme et de la physiologie des organes qui vont conduire aux mêmes altérations, hyperphagie, obésité, diabète, etc., dont je vous ai parlé. Voilà. Donc cela démontre que une nutrition inadaptée survenant lors d'une période particulière du développement induit des modifications des organes qui persistent tout au long de la vie, et ces modifications augmentent le risque de développer certaines maladies à l'âge adulte. Alors, je voudrais quand même donner une note optimiste à tout ça, c'est que vous avez entendu parler du concept des 1000 jours. Donc les 1000 jours, les 1000 premiers jours de vie, sur le plan scientifique, c'est les 1000 premiers jours de la périconception à l'âge de 2 ans. On sait que c'est durant cette période que l'organisme est particulièrement vulnérable à toutes les agressions extérieures, mais c'est aussi une période où il y a des fenêtres d'opportunité pour intervenir et réverser ces effets négatifs qui ont pu se produire pendant la vie fœtale. Et donc, en particulier, la qualité de la nutrition précoce peut avoir un impact positif, et vous n'êtes pas sans savoir que l'allaitement maternel est le meilleur aliment, le plus adapté, et beaucoup d'études ont montré un effet protecteur de l'allaitement maternel, par exemple sur l'obésité, mais aussi sur le diabète, et permettant éventuellement de réverser des effets qui auraient pu être induits in utero. Alors je vous ai parlé, je vous ai dit, j'ai fait un choix de ce que je vous ai parlé, parce que je n'ai pas toute la journée, mais sachez que toutes ces expositions que vous avez sur la partie droite de la diapositive ont été incriminées, pouvant entraîner une programmation fœtale particulière, avec donc le développement de ce qu'on appelle les maladies non communicables, qui sont, je vous l'ai remis, l'obésité, le diabète, l'hypertension, maladies cardiovasculaires et cancer. Alors, donc, attention aussi, donc je vous ai dit, pas de panique, d'abord on peut réverser les choses. Je veux reprendre des points aussi d'attention, c'est que le niveau de preuve des risques, il est élevé pour les expositions directes comme les médicaments, ça il n'y a pas de discussion, mais vous avez bien compris que pour les expositions multiples comme les polluants, il reste encore à faire des recherches, notamment du fait de l'effet cocktail, de la variation de l'exposition dans le temps. Et puis en fait, tout ça, c'est des risques statistiques, c'est-à-dire que chacun va réagir différemment selon sa génétique. On sait que tout le monde n'aura pas les mêmes effets, et qu'il ne faut pas oublier aussi qu'après les 1000 jours, il faut aussi continuer à avoir un mode de vie sain qui peut tout à fait améliorer l'état de santé dans l'avenir. Merci. Voilà. Je finis juste parce je que vous laisse je fais terminer. la transition pour M. Delpech. Ah, fantastique, fantastique. Voilà, parce que je voulais justement vous faire réfléchir, et c'est pour ouvrir la porte à la communication suivante, c'est que, si vous voulez, le fait qu'on a une adaptation à court terme d'un organisme, c'est quand même un concept particulier, je dirais, qui réhabilite la marque, quelque part, on en débattra. Et comment est-ce qu'un organisme peut s'adapter à court terme, ce qui n'est pas du tout le concept qu'on avait jusqu'à maintenant? Eh bien, c'est parce qu'il y a des mécanismes épigénétiques qui se mettent en place, et donc c'est ce qu'on va vous présenter dans les 2 topos suivants. Et donc je m'arrête là, en effet, voilà, pour laisser la place à mes collègues. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant, et on a quelques minutes pour prendre 2 ou 3 questions. Si vous avez déjà des questions, c'est le moment de les poser. Et sinon, on aura un deuxième temps après les 3 présentations. Ah, attendez, on vous apporte le micro parce qu'on ne vous entend pas bien. Regardez, vous avez un micro à votre droite. Ça y est, je viens de le répéter, effectivement. On ne parle pas d'alcool, effectivement, on parlait de médicaments, de tabac. Bien sûr, mais ça fait partie, okay. Si vous voulez, évidemment, l'alcool aussi entraîne des anomalies, même du développement avec des microcéphalies, etc. Ça fait partie des toxiques, je ne pouvais pas tous les reprendre, vous voyez, le temps est court. Je voulais mettre en avant les expositions directes, c'est vrai que j'aurais pu dire aussi le mot alcool, et les expositions plus difficiles à identifier, et puis l'environnement nutritionnel qui me paraît important à avoir en tête. Mais l'alcool, évidemment, fait partie des toxiques, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore une autre question, ou 2 éventuellement? Oui, là-haut. Il faudrait un micro, merci. Est-ce que des bruits nocifs quand on la mère sont nocifs aussi pour le bébé? Je n'ai pas entendu. Les produits nocifs, c'est ça?
Non. Est-ce que les bruits nocifs qu'entend la mère sont aussi nocifs pour le bébé? Alors, je ne connais pas d'études directes qui ont étudié, mais ce que vous avez vu sur une des dernières diapos, c'est que le stress maternel peut influencer aussi sur le développement après, en particulier sur les comportements, etc. En tout cas, c'est bien montré sur des modèles animaux, parce que, là encore une fois, je suis obligée de faire une synthèse, mais il y a des études épidémiologiques chez l'humain qui permettent d'obtenir les résultats que je vous ai montrés, mais il y a aussi des vérifications sur des modèles expérimentaux, ce qu'on appelle les modèles animaux. Et là, on sait qu'un stress maternel peut aussi influencer le développement, en particulier sur le comportement, etc. Donc on peut dire qu'une agression auditive répétée peut entraîner un stress et aussi impliquer peut-être une modification du développement. Oui. Comment est-il possible d'étudier l'influence de l'environnement sur le fœtus? Comment est-ce qu'il est possible d'étudier l'influence de l'environnement sur le fœtus? Ça dépend déjà de quel environnement. C'est très compliqué parce que, comme je l'ai dit, c'est un risque statistique. Donc l'environnement, vous parlez des polluants par exemple? C'est ça? Les polluants? Donc c'est des études épidémiologiques à très grande échelle, en identifiant les expositions. Ça veut dire qu'il faut mettre des capteurs de polluants pour analyser sur un endroit donné, et ça doit être localisé. C'est à Grenoble qu'ils font beaucoup ce genre d'études, hein. Ils mettent des capteurs dans des endroits donnés qui captent les polluants, ils font des analyses des polluants qu'ils ont récoltés et ils suivent les grossesses. Mais c'est un travail considérable et qui doit se faire en plus à grande échelle parce que le risque, comme j'ai dit, est statistique, c'est pas 100% des sujets qui sont atteints. Donc la relation est très difficile à démontrer. On n'étudie pas directement le fœtus, mais on étudie l'environnement et du coup on en déduit l'exposition. On regarde après, on va étudier l'environnement, puis on va regarder l'issue des grossesses et de voir s'il y a des pathologies qui se répètent, qui apparaissent plus souvent, etc. Merci. Encore une question peut-être, puis après on passera à la présentation suivante. Alors, si la mère ne dort pas assez, est-ce que le bébé va-t-il avoir des conséquences sur le futur? Je ne sais pas répondre à cette question. Il y a des études en cours sur les rythmes circadiens et donc effectivement les modifications du sommeil. Est-ce que par exemple une femme enceinte qui travaille de nuit va modifier le métabolisme de son enfant? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose mais pour lesquelles on n'a pas encore de réponse actuellement. C'est un champ d'études qui reste bien ouvert. Merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant à nouveau. Merci pour vos questions qui étaient également très intéressantes. Et on va passer donc à la deuxième présentation qui va éclairer un point particulier, enfin un point précis de la présentation qui vient de nous être faite. C'est la question de la transmission aux générations futures de certaines pathologies et de certains problèmes. Une transmission qui est due à ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors c'est un terme qui a l'air un peu compliqué comme ça, mais qui est plutôt simple à comprendre. Et pour nous l'expliquer, je passe la parole au professeur Marc Delpech, qui est professeur émérite à la faculté de santé de l'Université de Paris et qui est également membre de l'Académie nationale de médecine.